Le private equity n'est pas un concept abstrait réservé à une élite financière, c'est une classe d'actifs tangibles, mesurables et historiquement supérieure au marché public. Contrairement aux idées reçues, il ne s'agit pas de spéculation opaque ou de manipulation capitaliste, mais d'un processus structuré d'investissement dans des entreprises non cotées, avec pour objectif d'en améliorer la performance opérationnelle, stratégique et financière sur un horizon de 3 à 7 ans. Les données empiriques ne mentent pas. Sur les 20 dernières années, le private equity a systématiquement surperformé les indices boursiers traditionnels, avec des rendements annualisés moyens oscillant entre 12 et 20% selon les régions et les segments. Cette performance ne relève pas de la chance, mais d'un modèle économique fondé sur l'alignement des intérêts, la gouvernance active et l'optimisation opérationnelle. Les fonds de private equity ne se contentent pas d'injecter du capital, ils s'impliquent dans la gestion, redéfinissent les modèles d'affaires, restructurent les coûts, recrutent des talents clés et mettent en place des systèmes de mesure de performance rigoureux. Ce n'est pas de la magie financière, c'est du management intensif, appliqué à des actifs réels. Et ce modèle fonctionne précisément parce qu'il échappe à la pression du court terme imposée par les marchés publics. Les entreprises investies peuvent se concentrer sur la création de valeur durable, sans subir les fluctuations irrationnelles des cours boursiers quotidiens. Ce n'est pas un monde parallèle, c'est une alternative rationnelle, accessible, et de plus en plus structurée pour les investisseurs institutionnels, et désormais, pour les particuliers avertis. Comprendre le private equity, c'est comprendre comment l'argent travaille réellement quand il est libéré des contraintes de liquidité immédiate et des attentes de résultats trimestriels. Ce n'est pas un pari, c'est une stratégie. Un fonds de private equity n'est pas une banque, ni un hedge fund, ni une société de gestion traditionnelle, c'est une structure juridique spécifique, généralement organisée sous forme de limited partnership, où les investisseurs, appelés limited partners, confient leur capital à un gestionnaire, le general partner, ou GP. Ce dernier est responsable de la sélection des cibles, de la négociation des acquisitions, de la mise en œuvre des plans de transformation, et enfin, de la sortie, c'est-à-dire de la revente de l'entreprise ou de son introduction en bourse. Le cycle de vie d'un fonds dure généralement 10 ans. 3 à 5 ans pour déployer le capital, la phase d'investissement, puis 5 à 7 ans pour réaliser les sorties et redistribuer les gains aux investisseurs. La rémunération du GP repose sur 2 piliers. Les managements faits, généralement 1,5% à 2% par an du capital engagé, et le carry interest, typiquement 20% des profits générés au-delà d'un seuil de rendement minimum, appelé hurdle rate, souvent fixé à 8%. Ce modèle d'alignement des intérêts est fondamental. Le GP ne gagne significativement que si les LP gagnent davantage. Contrairement à la gestion traditionnelle, où les frais sont perçus indépendamment de la performance, ici, le succès du gestionnaire est directement corrélé à celui de ses investisseurs. Les fonds sont aussi cloisonnés. Chaque fonds est indépendant, avec son propre capital, ses propres actifs et ses propres résultats. Cela limite les risques de contagion et permet une transparence accrue. Enfin, la taille des fonds varie considérablement, de quelques dizaines de millions d'euros pour les fonds de niche ou early stage, à plusieurs milliards pour les mastodontes globaux. Chaque taille implique une stratégie, une équipe et un type d'actifs ciblés. Comprendre cette architecture, c'est comprendre pourquoi le private equity n'est pas un produit financier standard, c'est un véhicule d'investissement actif, temporaire et hautement structuré. Le private equity ne se résume pas à des rachats d'entreprises endettées ou à des licenciements massifs, c'est un écosystème diversifié de stratégies adaptées à différents stades de maturité des entreprises. On distingue principalement 4 grandes catégories. Le venture capital, investissement dans des startups à fort potentiel de croissance, souvent en phase pré-revenu, le gross equity, prise de participation minoritaire ou majoritaire dans des entreprises déjà rentables cherchant à accélérer leur expansion, le buyout, acquisition majoritaire, souvent via effet de levier, d'entreprises matures pour les restructurer ou les transformer, et le distressed ou private credit, investissement dans des entreprises en difficulté ou via des prêts privés à haut rendement. Chaque stratégie implique un profil de risque, un horizon de détention et un modèle de création de valeur différent. Le venture capital mise sur la disruption et l'innovation, avec un taux d'échec élevé mais des gains exponentiels en cas de succès. Le gross equity cherche l'équilibre entre croissance et rentabilité, en accompagnant des champions régionaux vers une dimension internationale. Le buyout, souvent caricaturé, consiste en réalité à optimiser des business models existants, améliorer la marge opérationnelle
digitaliser les processus, recentrer l'offre, internationaliser les ventes, sans nécessairement dégrader l'emploi. Le distressed, quant à lui, exige une expertise juridique et opérationnelle pointue pour restructurer des bilans et relancer des activités en crise. Ces stratégies ne sont pas interchangeables. Elles demandent des compétences spécifiques, des équipes dédiées et des processus d'évaluation rigoureux. Un bon fonds ne fait pas tout, il excelle dans une stratégie bien définie. Et c'est cette spécialisation qui explique en grande partie sa capacité à générer de la surperformance de manière répétée. Contrairement au marché public, où la valorisation d'une entreprise fluctue selon l'humeur des investisseurs, le private equity repose sur une évaluation fondée sur des flux de trésorerie réels, des actifs tangibles et des synergies concrètes. La méthode la plus utilisée est la DCF, actualisation des flux de trésorerie futurs sur un horizon de 5 à 10 ans, ajustée selon un taux reflétant le risque spécifique de l'entreprise et du secteur. Mais ce n'est pas une science exacte. Les hypothèses de croissance, de marge, de taux d'actualisation et de valeur terminale sont discutées, stress-testées, et souvent révisées plusieurs fois avant une acquisition. Les multiples de marché, EV sur EBITDA, price sur SAL, etc., servent de repères, mais ne remplacent jamais l'analyse fondamentale. Un bond il ne se fait pas sur un multiple attractif, il se fait sur la capacité à créer de la valeur au-delà de ce multiple. Les équipes de due diligence passent des semaines, voire des mois, à auditer les comptes, interroger les clients, analyser la chaîne logistique, évaluer la qualité de la direction et modéliser différents scénarios de transformation. Rien n'est laissé au hasard. Chaque ligne de coût, chaque contrat client, chaque brevet, chaque risque réglementaire est passé au crible. Et contrairement à ce que l'on croit, les valorisations en private equity ne sont pas nécessairement plus basses qu'en bourse, elles sont simplement plus réalistes, car basées sur des engagements concrets de performance et non sur des attentes spéculatives. L'objectif n'est pas d'acheter pas cher, mais d'acheter juste, c'est-à-dire à un prix qui laisse suffisamment de marge pour créer de la valeur via l'opération. C'est cette rigueur analytique, couplée à une exécution opérationnelle précise, qui permet de générer des rendements supérieurs, pas la spéculation, ni la chance. L'erreur la plus courante est de penser que le private equity crée de la valeur uniquement par la revente ou l'introduction en bourse. En réalité, la valeur se crée bien avant, dans les bureaux, les usines, les entrepôts et les salles de réunion des entreprises investies. Les fonds ne se contentent pas de surveiller, ils agissent. Ils mettent en place des comités de pilotage, recrutent des directeurs financiers ou commerciaux expérimentés, digitalisent les processus de vente, optimisent les chaînes d'approvisionnement, restructurent les gammes de produits, ouvrent de nouveaux marchés, et parfois même fusionnent des entités complémentaires pour créer des leaders sectoriels. Chaque intervention est mesurée, suivie, et ajustée en temps réel. Les business plans sont revus trimestriellement, les KPI opérationnels sont monitorés hebdomadairement, et les écarts par rapport aux objectifs déclenchent des plans correctifs immédiats. Ce n'est pas du micromanagement, c'est du macro-impact. Les fonds apportent aussi des ressources externes, cabinets de conseil spécialisés, réseaux de partenaires commerciaux, experts sectoriels, plateformes technologiques mutualisées. L'entreprise investie bénéficie ainsi d'un accélérateur de croissance qu'elle n'aurait jamais pu se permettre seule. Et contrairement aux idées reçues, cette transformation ne se fait pas au détriment des équipes, bien au contraire. Les meilleurs fonds savent que la valeur vient des hommes. Ils mettent en place des plans de stock options, alignent les bonus sur les objectifs de performance et investissent massivement dans la formation des managers. La création de valeur en private equity n'est pas un concept abstrait, c'est un processus quotidien, concret, mesurable et exigeant. C'est là que se joue la surperformance, pas dans les salles de marché, mais sur le terrain. Tout investissement en private equity a une date de péremption, la sortie. Ce n'est pas un objectif secondaire, c'est le moment où la création de valeur est concrétisée et où les rendements sont distribués aux investisseurs. Les principales voies de sortie sont la vente à un autre fonds, secondary buyout, la cession à un industriel stratégique, trait de salle, l'introduction en bourse, IPO, ou, plus rarement, le rachat par la direction, MBO, ou le remboursement progressif via dividende, dividende recapitalisation. Chaque option a ses avantages et ses contraintes. La vente à un autre fonds permet une transaction rapide et discrète, mais peut limiter le multiple de sortie. La cession à un industriel peut générer un prix élevé grâce aux synergies, mais dépend de la stratégie d'acquisition du repreneur. L'IPO offre une valorisation potentiellement maximale et une visibilité accrue,
mais expose l'entreprise à la volatilité des marchés et à des exigences réglementaires lourdes. Le choix de la sortie dépend du contexte de marché, de la maturité de l'entreprise, de son profil de croissance et des objectifs des actionnaires. Une bonne sortie ne s'improvise pas, elle se prépare 12 à 24 mois à l'avance. Les équipes financières et juridiques structurent les comptes, nettoient le bilan, préparent les roadshows, identifient les acheteurs potentiels et négocient les termes du deal. Le timing est crucial. Vendre trop tôt, c'est laisser de la valeur sur la table. Vendre trop tard, c'est risquer un ralentissement du marché ou une saturation du business model. Les meilleurs fonds savent lire les cycles économiques et anticiper les fenêtres d'opportunité. Et contrairement à ce que l'on croit, une sortie ne signifie pas toujours la fin de l'histoire. Certains fonds réinvestissent une partie des gains dans de nouveaux véhicules, créant ainsi un effet de levier temporel. La sortie, en private equity, n'est pas une fin, c'est une étape stratégique dans un cycle plus large de création de richesse. Le private equity n'est pas une machine à cash sans risque, c'est un investissement illiquide, complexe et exposé à de multiples sources de volatilité. Le premier risque est l'illiquidité. Une fois engagé, le capital est bloqué pendant 5 à 10 ans, sans possibilité de retrait anticipé. Cela exige une planification patrimoniale rigoureuse. Le deuxième risque est opérationnel. Même avec la meilleure équipe, une transformation d'entreprise peut échouer, concurrence imprévue, perte d'un client clé, erreur de stratégie, turnover de la direction. Le troisième risque est conjoncturel. Une récession, une crise sectorielle ou un choc géopolitique peut retarder les sorties, dégrader les valorisations ou rendre le refinancement impossible. Le quatrième risque est de sélection. Tous les fonds ne se valent pas. Les performances sont très dispersées, les meilleurs fonds génèrent des multiples de 3 fois à 5 fois, tandis que les plus faibles peinent à rembourser le capital initial. La réputation, l'expérience, la cohérence stratégique et la transparence du GP sont donc des critères décisifs. Enfin, il y a le risque de surchauffe. Lorsque trop de capitaux affluent vers un secteur, les valorisations montent, les multiples s'envolent et les rendements futurs se compressent. Le private equity n'échappe pas au cycle, et les périodes de forte collecte sont souvent suivies de rendements médiocres. Ajoutons à cela les critiques légitimes, pression sur les salariés, endettement excessif, externalisation des coûts, optimisation fiscale agressive. Tous ces risques existent, et un investisseur sérieux ne les ignore pas. Il les mesure, les compare, les hiérarchise, et les intègre dans son processus de décision. Le private equity n'est pas un placement miracle, c'est un outil puissant, mais exigeant, qui demande expertise, patience et discernement. Longtemps réservé aux institutions et aux ultra-riches, le private equity devient progressivement accessible aux investisseurs particuliers, via des véhicules structurés, FCPR, fonds de fonds, plateformes de co-investissement, des ETF spécialisés, ou des mandats gérés par des conseillers en gestion de patrimoine. Mais attention, l'accessibilité ne signifie pas simplicité. Chaque véhicule a ses propres frais, sa liquidité ou absence de liquidité, son niveau de risque, et son exposition géographique ou sectorielle. Une allocation en private equity doit être pensée comme un complément de long terme au portefeuille, typiquement 5% à 15% du patrimoine total, selon le profil de risque et l'horizon d'investissement. Elle ne remplace pas les actions cotées, les obligations ou l'immobilier, elle les complète, en apportant une source de rendement non corrélée et potentiellement plus élevée. L'avenir du secteur est marqué par 3 tendances majeures. La montée en puissance des small et mid-cap, entreprises de taille intermédiaire, moins chères et plus transformables, l'essor de l'impact investing, fonds qui intègrent des critères ESG dans leur stratégie de création de valeur, et la démocratisation technologique, plateformes digitales qui permettent aux particuliers d'accéder à des deals auparavant réservés aux institutionnels. Mais l'essentiel reste inchangé. Le succès en private equity dépend de la qualité du gestionnaire, de la rigueur du processus et de la patience de l'investisseur. Si vous envisagez d'y entrer, ne vous précipitez pas. Étudiez les track records, comparez les stratégies, comprenez les frais, lisez les rapports annuels, et surtout, ne mettez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de bloquer pendant une décennie. Et si ce contenu vous a apporté de la clarté sur un sujet souvent opaque, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec ceux qui cherchent à comprendre les vrais moteurs de la création de richesse, et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos analyses approfondies, réalistes et sans langue de bois. Posez vos questions en commentaire, aucune n'est stupide quand il s'agit de comprendre où et comment investir votre argent. À très vite pour le prochain décryptage.